La République de Guinée, un pays à forte tradition pastorale. Grâce à la diversité de ses conditions agroécologiques, elle dispose d'immenses potentialités. Et après l'agriculture, l'élevage demeure la deuxième activité du secteur rural. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro des Jeudis de l'entrepreneuriat, nous parlerons d'élevage. L'entrepreneuriat avicole, ce concept à la mode. Pour nous en parler, un jeune passionné, homme de terrain, qui dispose depuis son enfance d'une expérience, parce qu'il côtoie le monde de l'aviculture depuis tout petit. À seulement 27 ans, Elhadj Boubacar Dansoko est diplômé en économie d'entreprise et depuis 2012, il dirige une entreprise agricole qui a été fondée par son père. Il est également l'associé d'une entreprise qui se spécialise dans la transformation de la volaille sous toutes ses formes. Ce n'est pas tout, parce que M. Dansoko, depuis 2016, a créé une entreprise, Avicom, qui se spécialise dans la formation et l'accompagnement dans l'aviculture. Bienvenue dans les Jeudis de l'entrepreneuriat. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui sur notre plateau des Jeudis de l'entrepreneuriat. Tout le plaisir est pour moi. Eh bien, Boubacar, sans plus tarder, nous allons parler d'aviculture, d'élevage, qui est votre spécialité. Nous vous suivons depuis un temps sur la toile, sur le terrain, comme je l'ai dit en introduction. Parlez-nous un petit peu de votre passion. Alors, l'élevage, c'est une passion, comme vous le dites. C'est depuis ma tendre enfance que je suis né dans une ferme d'ailleurs. Vous êtes né dans une ferme? Oui, je suis né dans une ferme, c'est la ferme de Ditine, qui était à l'époque, mon père était directeur de cette ferme, directeur d'exploitation. Et donc nous sommes nés dans cette ferme, moi dans les années 94 en ce moment. Et j'ai grandi jusqu'à mes 7 ans, j'étais dans cette ferme, je côtoyais les vaches, les poules et la culture de la pomme de terre. Vie de fermier, déjà tout petit. Tout à fait, tout à fait. Et donc, cette passion est née là et voilà. Depuis, ça ne m'a jamais quitté. Chaque année, on revient durant les vacances pour se coller à la nature, apprendre. Et voilà, donc cette passion ne nous a jamais quittés, moi particulièrement. Ouais. Eh bien, je l'ai dit, hein, notre thème aujourd'hui, l'entrepreneuriat avicole, qui est un concept de plus en plus à la mode. Hein. Comme l'agriculture, il y a quelques années, on trouvait que ce n'était pas assez attrayant. Mais nous voyons, nous remarquons que de plus en plus, les gens sont en train d'entreprendre dans ce secteur-là. Oui, je dirais simplement que dans le temps, on pensait que c'était salissant. Pour vous qui êtes né dedans, ouais, pour nous, c'est tout. Ça doit être normal. Alors déjà, je parle des odeurs. Hein. Donc pour nous qui sommes nés là-dedans, qui avons grandi, ça ne sent pas mauvais. Mais pour les autres, c'est salissant, ça sent mauvais, et il y a plein de mouches, et donc ce n'est pas un lieu vraiment où ils voudraient s'épanouir. Mais pour nous, c'est tout le bonheur qui est là. On est au contact de la nature, on découvre. Alors le regain d'attention, c'est que, comme je le disais, la plupart des gens pensaient que c'était salissant et que vraiment la plupart ils n'avaient pas au fait de modèle de réussite dans le secteur de l'agrobusiness. Ils voyaient la plupart de leurs parents qui étaient agriculteurs, mais qui vraiment à la fin de leur vie ne s'en sortaient pas. Et donc ce n'était pas quelque chose d'attrayant, d'attractif pour les jeunes. Mais depuis quelque temps, nous avons vraiment des mastodontes de l'agrobusiness. Ah oui, bien sûr, en Guinée, des gens qui vraiment arrivent à réaliser des prouesses, à nourrir des populations, à réaliser de gros investissements qui sont jolis, attrayants, qui sont moins salissants certes, mais le principe reste le même. Et donc c'est ce qui, je crois, aujourd'hui est en train de motiver beaucoup de jeunes à se lancer. Alors comment est-ce que l'on fait? Parce qu'on parle quand même dans le secteur rural, on fait de l'agriculture, on fait un peu d'élevage, mais c'est encore de l'élevage traditionnel. Comment est-ce que l'on passe d'un élevage traditionnel à un élevage plus moderne pour que l'on passe le fait de juste se nourrir, avoir quelques poulets ou des œufs pour la maison, à passer à une étape plus moderne où est-ce que l'on peut vraiment commercialiser à grande échelle? Alors, déjà, l'élevage traditionnel, on le faisait donc d'abord pour nourrir la famille, mais c'est aussi des sources de revenus. Hein. Quoi que l'on en dise,
une poule, ça a de la valeur au village. Et donc, c'est un bon moyen aussi d'échange. Donc, autrefois, c'était le système de troc. Donc, une poule contre, je sais pas, un tas d'igname, etc. Donc, c'est une source de revenus. Mais en secondo, donc, pour passer de cet élevage traditionnel à un élevage beaucoup plus moderne, il faut des mutations, hein, donc une certaine transformation. Et il faut des améliorations. D'abord sur les abris. Hein, donc, une poule, ça ne se promène pas, parce que les poules nouvelles, c'est des poules un peu génétiques qui ont des exigences génétiques beaucoup plus importantes que les poulets traditionnels que nous connaissons. C'est des poules, c'est des Formule 1, hein, donc elles peuvent faire 400 à 500 œufs. On parle d'une poule? D'une poule qui peut faire 400 à 500 œufs aujourd'hui, alors que les poules traditionnelles tournent autour. Sur toute une vie ou? Oui, ben, durant l'exploitation, c'est-à-dire en 100 semaines d'âge, aujourd'hui les généticiens, leur challenge, c'est qu'en 100 semaines, qu'ils puissent faire pondre une poule 500 œufs. En 100 semaines? En 100 semaines d'âge, voilà, d'élevage. Et donc, pour l'élevage traditionnel, c'est un peu moins. Donc, on tourne autour de 160, 200 pour différentes raisons. D'abord, les abris. Il n'y a pas un abri approprié pour protéger la poule contre les intempéries, contre les agresseurs, un chien, un animal sauvage au village, etc., pour permettre au moins à la poule de survivre. Deuxièmement, l'alimentation n'est pas assez équilibrée. Les animaux traditionnels se nourrissent de ce que nos femmes, du reste au fait que nos femmes laissent, les quelques graines de maïs qui traînent un peu partout, mais également la santé, donc un plan prophylactique, un plan vraiment qui va protéger l'animal contre les potentiels agresseurs de maladies, de virus, de bactéries. Il y a que Dieu sait qu'il y en a plein, donc bronchite infectieuse, Newcastle, etc. Il y a quelques programmes d'ailleurs depuis quelques temps qui pensent vraiment qu'il faut vacciner aussi les poulets traditionnels. Ah oui. Ah oui, absolument, pour pouvoir protéger les poulets industriels, mais également faire fleurir le marché traditionnel. Alors, dans votre cas, dans l'entreprise que vous co-dirigez, qui a été fondée par votre père, cette entreprise existe depuis combien d'années? Alors, ça fait 30 ans que nous sommes dans l'activité. D'abord, c'était avec mon père. Et en 2012, je suis revenu de Dakar et j'ai repris le flambeau familial. Parfait. Donc, on parle bien entendu d'une entreprise qui fait de l'élevage moderne. Absolument. Voilà. Et j'aimerais, s'il vous plaît, Boubacar, vous puissiez nous parler des défis qui ont été rencontrés par cette entreprise dans le temps et actuellement. La crise Covid oblige, il faut que nous puissions en parler. Je suppose que vos activités, et que ce soit au niveau de cette entreprise familiale, de celle où vous êtes associé, ou même au niveau de l'accompagnement, de la formation que vous faites, Covid oblige, vous avez été impacté d'une certaine façon. Avant peut-être de nous parler de l'impact négatif de Covid, est-ce que vous pouvez nous parler des défis même que rencontre votre secteur pour une entreprise comme la vôtre qui est dans l'élevage moderne? Alors, je vais aller d'abord sur un terrain historique. Donc, nous, on a débuté d'abord une ferme de 100 sujets. Donc, mon père a épargné, ouais, il a juste épargné son salaire de 2500 cili à l'époque pour pouvoir investir sur 100% ponte. Et vraiment, il y a eu une grande évolution parce qu'en ce moment, à l'époque, on mettait les œufs dans des caisses pour les envoyer ici à Bessia, où ils les vendaient. Bon, je me rappelle un peu, j'étais très jeune, mais je me rappelle quand même des caisses où on mettait les œufs, on mettait un peu de copeaux, encore des œufs. Et donc, en route, déjà, la moitié se cassait. Ouais, et c'était donc c'est l'époque de Ditine en ce moment. Et ensuite, ça s'est développé. Nous avons introduit le tourteau de soja, qui est une matière première qui est vraiment prisée à l'extérieur, au niveau international. Nous avons été les premiers à le mettre ici en exergue. Sinon, avant, l'alimentation était encore pas complètement équilibrée. Est-ce qu'elle l'est en ce moment? Oui, il y a beaucoup plus d'amélioration maintenant. Mais en fait, ça ne s'arrête pas. C'est une science qui évolue. Donc, à chaque fois qu'on retrouve autour d'un voyage, autour d'un échange avec des excellences là-dedans, on arrive à améliorer en fait ce qui existe, l'existant qui est en Guinée. Mais l'impact, c'est que ça a beaucoup évolué depuis. Maintenant, le challenge, c'est quoi? C'est l'approvisionnement en matières premières. Aujourd'hui, il est impensable de faire l'élevage, que ce soit la poule pondeuse, le poulet de chair. Il faut forcément qu'il y ait une alimentation, c'est-à-dire il faut qu'il y ait de l'aliment. Parce qu'en réalité, ces deux poules transforment l'aliment qu'ils ont consommé soit en viande, soit en œuf.
Donc, il faut carrément assurer l'approvisionnement d'abord en alimentation avant de penser faire de l'élevage. D'accord. Donc en termes de défis, on parlerait à ce moment-là des intrants? Des intrants. Des intrants, ça a toujours été une problématique importante puisque la Guinée n'est pas autosuffisante en matière première. La plupart de nos intrants viennent soit de la sous-région, soit de l'importation. Notamment le tourteau de coton qui vient du Burkina, le tourteau d'arachide, à part l'huilerie de Dabola qui produit de façon saisonnière, ça vient du Sénégal. Le tourteau de soja vient de France. Bref, pour ne pas allonger la liste, je dirais que ce qui vient réellement de la Guinée, c'est le tourteau de palmiste, puisque nous avons beaucoup de palmiers, heureusement, et le son de blé qui vient de nos moulins. Alors, le secteur est-il en train de s'organiser? Est-il déjà organisé ou est-ce qu'il est en train de s'organiser? Alors, je dirais qu'on est en train de s'organiser. Depuis combien de temps à peu près? Alors, ça fait... je suis revenu en 2012, c'était vraiment à l'état embryonnaire. Ça a beaucoup évolué puisque maintenant on arrive à repartir en fait, les différents acteurs de la filière à travers des organisations paysannes. Mais vraiment, ça s'accélère depuis ces 2 dernières années-là. Mais beaucoup de choses restent à faire encore. Pouvez-vous nous donner une idée sur votre chiffre d'affaires entre 2012 et maintenant, même si l'on sait que l'entreprise existe depuis 30 ans à peu près? Ah oui, donc moi, quand je suis arrivé à la tête de cette société, notre chiffre d'affaires tournait autour de 2 milliards 500, 3 milliards par mois. Ouais, et aujourd'hui, on se retrouve entre 300 000 et 400 000 euros de chiffre d'affaires. Par mois. D'accord. Donc, est-ce que l'on peut dire quand même que votre entreprise qui évolue dans ce domaine de l'élevage est un des champions du secteur en Guinée? Oui, en termes de capacité, nous avons une capacité de 200 000 sujets. Est-ce la plus grande? Oui. En Guinée, en République de Guinée? Tout à fait. Et aussi, logistique, de façon logistique, on est un peu reparti en Guinée. C'est-à-dire nous avons des fermes qui ont en moyenne 50 000 à 60 000 sujets. Et donc, à Conakry, nous en avons 3 comme ça. À Labé, nous en avons 3. À Farana, et notamment à Cancan, une nouvelle fabrique d'aliments. Donc, nous sommes un peu répartis. Alors, la seule région naturelle qui nous reste encore à s'installer, c'est en région forestière. Et on compte y aller. Donc, ça fait partie des perspectives. Et quels ont été les impacts de Covid sur votre business? Énorme, énorme, parce que le coût de revient de l'œuf est basé sur le coût de revient de l'aliment. Et donc, c'est 80% des charges des coûts de production de l'œuf. Donc, l'aliment représente 80% des du coût de production. L'aliment, hein, oui, dont on nourrit la poule. Tout à fait. Donc, si vous voulez avoir un œuf moins cher, il faut maîtriser l'aliment. D'ailleurs, on dit que la poule pond par le bec. C'est si elle consomme qu'elle pond. Et donc, donc, le Covid, ça a fait que tous les produits sont devenus chers, tantôt, des matières premières. Et ce n'est pas seulement dans ce secteur, c'est un peu partout. Déjà, le coût de transport, le coût de fret a augmenté. Mais au-dessus de cela, c'est que le ralentissement, le mouvement des activités a fait qu'aujourd'hui, beaucoup de producteurs n'ont pas eu assez d'engrais. Il y a eu tellement de problèmes, il n'y a pas eu assez d'engrais. Les rendements n'ont pas été bons sur le plan du maïs. Le maïs représente 60% des charges d'aliments. Et malheureusement, cette fois-ci en Haute-Guinée, qui est une des régions céréalières de ce pays, ça n'a pas été vraiment bon. Après, la saison pluvieuse est venue avec l'état des routes qui était dégradé. On n'a pas pu acheminer le maïs à Cancanville, qui est une zone vraiment d'approvisionnement sûre. Donc, il fallait aller en Côte d'Ivoire ou au Mali voisin pour pouvoir avoir du maïs. Il fallait quitter la Guinée à cause de l'état des routes pour pouvoir aller... au Mali ou bien en Côte d'Ivoire. Et là, il y a encore le taux de change. Donc, parce que c'est le CFA et du franc guinéen. Et ça ne fait que continuer. Donc, en réalité, la saison où on pensait que le prix allait baisser, c'était au mois de décembre. D'habitude, le mois de décembre, c'est la période de récolte. Donc, le prix baisse. Alors, pour vous donner une idée, les années où vraiment c'est bon, c'est autour de 2000 francs le kilo, le prix du maïs. Et cette fois-ci, au mois de décembre, c'était à 2700 francs le kilo. Donc, ce qui veut dire que dans la bonne saison, on est à 2700. On se tient la tête pour savoir d'ici décembre encore, on sera à combien.
Donc là, aujourd'hui, on est à 3500 départs. Départ. Ouais. De 2700, on est allé à 3500. Je vois. Boubacar, pour clôturer, j'aimerais que vous puissiez donner un ou deux conseils maximum à ces personnes qui sont en train de se lancer dans l'aviculture. Comme vous, vous avez trouvé votre père dedans, c'est devenu quelque chose qui vous passionne. Et votre entreprise, une de vos entreprises, je dirais, accompagne et forme également plusieurs, les jeunes et les personnes plus âgées sur ce secteur-là. Quels seraient deux conseils que vous donnerez? D'abord, c'est la passion. La passion. La passion, c'est des animaux que vous allez gérer. Donc, ce n'est pas une machine. Donc, il faudrait vraiment aimer pour pouvoir y consacrer du temps. Je pense que c'est l'entrée. Donc, si vous avez cette passion-là, le reste des qualités viendra. C'est notamment la rigueur. Il faut beaucoup de rigueur, puisque c'est des êtres vivants, ils sont sensibles à des maladies, des virus, des bactéries. Et en fin de compte, il faut être polyvalent. Il faut être polyvalent. C'est-à-dire? À travers l'élevage, tout ce que vous avez appris depuis le primaire, vous l'exécutez. Là, je vais juste donner un exemple. Une fois, nous étions confrontés à un puits qui tarit très rapidement. Donc, mon père m'a demandé, écoute Boubacar, tu penses qu'il y a quel volume d'eau à l'intérieur de ce puits? Je dis, bah, papa, le puits il est profond, moi je ne peux pas savoir. Il dit, non, non, tu vas me calculer le volume d'eau qui se trouve à l'intérieur de ce puits. Et ça a fait, j'ai dû feuilleter mes cahiers de 4e année pour voir le volume du cylindre, puisque un puits c'est une forme cylindrique. Donc j'ai dû feuilleter pour calculer le volume. Et je me suis pris comment? J'ai pris un bâton que j'ai inséré à l'intérieur. D'abord un bâton et un filet. Donc j'ai amené avec jusqu'au fond. J'ai regardé en fait la taille de la quantité d'eau qu'il y avait et j'ai fait le calcul, la formule en fait pour connaître le volume et je lui ai dit en ce moment c'est 2000 litres qu'il y avait que 2 mètres cubes à l'intérieur de ce puits-là. Et donc ça correspondait à un pompage d'1 heure avec le moteur. Donc si vraiment il y a de la passion, il y a de la rigueur, mais il faut être polyvalent, il faut être menuisier, maçon, plombier, ingénieur, architecte, absolument. C'est à la mode, mais il faut savoir avant de s'y engager. Tout ce que vous apprendrez à l'école et en dehors de l'école vous servira au niveau de l'élevage. Ah bon. Donc, merci pour ces conseils, Monsieur Dansoko. Alors, un mot de la fin. Le mot de la fin, c'est d'abord vous remercier. C'est une opportunité que vous donnez à travers moi à l'élevage guinéen. Parler aujourd'hui de ce nouveau projet initié par notre président de la République qui concerne la production de 25 millions de poulets et qui va nous permettre plus tard, d'ici 2 ans au maximum, d'arrêter les importations. Ce qui est une aubaine pour nous éleveurs. Ça fait des années qu'on est en train de lancer des fatias, des prières pour qu'enfin le président de la République puisse jeter un coup d'œil dans notre secteur. Donc c'est l'occasion pour nous de le remercier, de l'encourager et de lui dire aussi qu'il y a des acteurs qui sont valides et qui ont du répondant par rapport à l'accomplissement de sa vision. Et vous en faites partie, vous avez la capacité et la passion qu'il faut. Donc merci encore, Monsieur Dansoko, d'être venu sur notre plateau. C'était Monsieur Elhadj Boubacar Dansoko dans les Jeudis de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat avicole, un concept à la mode. Merci de nous avoir suivis, merci d'avoir été avec nous. À la prochaine.